tout indicateur, tout quantificateur va avoir une variation intrinsèque. Et parfois, il va y avoir des variations exceptionnelles. Nous n'allons pas juste suivre un indicateur et crier quand l'indicateur est un peu trop haut. Nous allons identifier avec la carte de contrôle à partir de quel moment c'est important de réagir. Le premier outil indispensable en phase contrôle, c'est ce qu'on appelle la carte de contrôle. La carte de contrôle, c'est une carte qui permet de suivre un indicateur, notamment dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une carte de contrôle? J'aime bien raconter cette histoire. Imaginons un manager dans un magasin qui surveille ses stocks, ses inventaires. Et pour lui, son premier objectif, c'est ces stocks qui ne sont pas trop élevés, parce qu'un stock élevé signifie de l'immobilisation financière. Eh bien, on le voit suivre ici tous les jours, les stocks, et puis à un moment, hop, les stocks montent de manière importante. Donc il commence à sermonner ses équipes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez raté? Et fort de cette action managériale, il suit les stocks dans les jours qui suivent, et super, ça baisse, très bonne nouvelle. Et puis, au bout d'un moment, il relâche un peu la pression managériale, et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces stocks remontent à nouveau. La question à se poser, c'est est-ce que ce phénomène sur cet indicateur de stock est lié à une variation normale par rapport au processus ou une cause particulière, spécifique sur laquelle il est important d'agir? Eh bien, on le voit dans le dernier schéma où on parle de LCI, c'est-à-dire de limite de contrôle inférieure, et de LCS, de limite de contrôle supérieure. Tout indicateur, tout quantificateur va avoir une variation intrinsèque, car la variation fait partie en fait d'un indicateur. Et parfois, il va y avoir des variations exceptionnelles. Eh bien, à l'instar de ce manager, nous n'allons pas faire comme lui. Nous n'allons pas juste suivre un indicateur et crier quand l'indicateur est un peu trop haut. Nous allons identifier avec la carte de contrôle à partir de quel moment c'est important de réagir. Et lorsque la donnée, lorsque l'indicateur se comporte de telle ou telle manière, nous allons pouvoir aussi réagir. Alors la carte de contrôle que nous voyons ici en phase contrôle peut aussi être utile en fait en phase mesure avec le chef d'orchestre pour comprendre comment ça se déroule. Mais nous avons privilégié de la mettre en phase contrôle parce que c'est le moment où nous allons pouvoir nous assurer que l'indicateur, que le quantificateur est sous contrôle. Alors pour comprendre cette idée de cause spéciale et de cause, on va dire, commune, il y a cette image aussi que j'aime beaucoup sur les poules. Si la même poule produit des œufs qui sont d'une couleur différente ou d'une qualité différente, c'est ce qu'on appelle une cause spéciale. Il y a une cause racine qui produit des conséquences indésirables. Par contre, si l'ensemble des poules dans un poulailler produisent de temps en temps une ou un ou deux œufs qui ont une qualité différente, là c'est ce qu'on appelle une cause commune, c'est-à-dire générique à tous les X, tous les inputs en entrée de notre indicateur ou de notre processus. Et c'est ce à quoi nous allons en fait faire attention, notamment en phase mesure. Alors pourquoi la carte de contrôle est parfois aussi utilisée en phase mesure? Parce qu'elle permet d'identifier des causes spéciales. Et une cause spéciale, c'est ce qu'on appelle aussi une victoire rapide. Tiens, mais qu'est-ce qui fait que par rapport à tel, on va dire, paramètre, que ce soit une personne, que ce soit un type de produit, que ce soit un type de formulaire, un type d'activité qui est menée, il y a toujours des différences par rapport aux autres. Ça nous met en fait l'indice comme quoi il est important d'agir d'abord sur cette cause spéciale qui va nous permettre d'avoir des gains très rapides. Et ça se fait en phase mesure. Et nous allons aussi l'utiliser en phase contrôle pour pouvoir réagir en fait au bon moment. Alors comment est-ce qu'on met en place? Sur la base de ce qui s'est produit dans les variations de l'indicateur, sur les données que nous avons collectées par le passé, nous allons pouvoir identifier dans le futur ce qu'on va appeler des limites de contrôle, en prenant l'hypothèse que la loi de probabilité que suit cette donnée est une loi normale. Alors c'est évidemment pas toujours le cas, et on peut aller dans le Lean Six Sigma, notamment Black Belt et Master Black Belt, avec beaucoup plus de complexité dans tous les types en fait, de probabilité des données. Au niveau du Lean Six Sigma Flash, et d'ailleurs très souvent au niveau du Lean Six Sigma Green Belt, nous allons rester sur l'hypothèse que la donnée est normale. Et si ce n'est pas le cas, si elle ne suit pas une loi de Gaussienne, eh bien je vous invite à appliquer un mécanisme qui consiste à moyenner cette donnée sur plusieurs données,
car il est démontré statistiquement, mathématiquement, que lorsqu'on moyenne des données, celles-ci deviennent systématiquement normales. Évidemment, il faut faire beaucoup de moyennes, et vous n'avez peut-être pas suffisamment de données, mais restons dans une hypothèse simple. Si déjà nous avons compris le principe, la finalité de la carte de contrôle, eh bien appliquons ce mécanisme qui consiste à suivre la donnée dans le temps et de calculer sur l'expérience du passé ses limites sup et inf et voir si la donnée reste dans ces indicateurs. Ainsi, ces cartes de contrôle vont nous permettre d'identifier quand il va y avoir une cause spéciale et de ne pas surréagir quand il y a des variations intrinsèques communes par rapport à cette donnée. Alors, comment est-ce qu'on le met en place? Il y a un calcul mathématique que je ne vais pas reprendre, qui consiste à mesurer en fait ce qu'on appelle l'étendue mobile, c'est-à-dire la différence entre deux indicateurs, puis de calculer avec des formules mathématiques la limite supérieure, la limite inférieure, et de représenter les graphiques à partir de cette étendue mobile et par rapport aux moyennes. Voilà ce que ça donne. Ça donne en fait deux indicateurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle une valeur individuelle, c'est-à-dire la variation de l'indicateur que l'on veut suivre. Mais aussi, on va regarder la variation de l'étendue mobile, c'est-à-dire la valeur de l'indicateur à un temps t moins la valeur du précédent indicateur au temps t-1, si on le mesure tous les jours, toutes les heures ou toutes les secondes. Et nous regardons lorsqu'il va y avoir une différence par rapport aux limites de contrôle supérieures tant sur la valeur individuelle en haut ou alors aussi sur l'étendue mobile. Pourquoi? Eh bien, j'y reviens, parce que ça va nous permettre de voir que lorsqu'on sort des limites, on est sorti on pourrait dire des variations normales de la loi de probabilité, donc de l'indicateur. Alors évidemment, ces limites de contrôle supérieures et inférieures sont établies à 99% de défaut, c'est-à-dire à plus ou moins 3 sigma. On pourrait le mettre à plus ou moins 2 sigma, on pourrait le mettre à plus ou moins 4 sigma, mais en général, plus ou moins 3 sigma, 99% est nettement suffisant. C'est-à-dire qu'on va surréagir que dans 1% des cas. Mais on pourrait le mettre aussi à 6 sigma et ne jamais réagir et ne pas avoir d'efficacité en fait par rapport à notre mécanisme. Donc, dans la majorité des cas, restons à ce moyen de calcul qui est basé par rapport aux 3 sigma. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? D'abord, on va regarder la stabilité des données. Et pour valider la stabilité des données, on va regarder l'étendue mobile. En d'autres termes, si deux informations à deux instants de temps qui se suivent est très importante, eh bien on va considérer que le phénomène est instable. C'est logique. Si à n, je suis à une valeur très basse et à n plus 1, je suis à une valeur très haute, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Là, ça va me permettre de vérifier la stabilité sur l'étendue mobile. Et puis une fois que j'ai vérifié la stabilité, je vais aller sur l'indicateur en tant que tel. Et je vais vérifier ses limites de contrôle pour voir est-ce qu'il est sous contrôle. Donc il ne sera pas sous contrôle sous deux hypothèses. La première, c'est que il est instable parce que son étendue mobile change trop. Et puis aussi, il est hors contrôle si à plusieurs reprises, je sors des limites supérieures et de limites inférieures. Bon, c'est finalement assez logique et assez simple. Maintenant, ce que je vous invite aussi à regarder, ce n'est pas juste les limites de contrôle sur la valeur individuelle, donc la valeur telle qu'elle est de l'indicateur, ou sur son étendue mobile. C'est aussi leur comportement. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on fait une forme de management visuel ou de pilotage visuel de la manière dont ça se passe. On peut regarder le nombre de séries. C'est-à-dire, est-ce que l'indicateur, là on est bien sur la valeur de l'indicateur, ce qu'on appelle la valeur individuelle, est-ce qu'elle oscille dans une même direction? Est-ce qu'elle a des biais, c'est-à-dire qu'elle oscille d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'elle a aussi des tendances, c'est-à-dire est-ce qu'elle bascule avec toute une série? Ou est-ce qu'elle a des décalages? Comme si d'un côté c'était décalé en haut, décalé en bas, ou alors est-ce qu'il y a trop de séries, est-ce que ça bascule trop du côté positif ou du côté négatif, ou si ce n'est pas par rapport à zéro, par rapport à une moyenne, est-ce que ça va trop au-dessus, trop en dessous? Donc il n'y a pas juste à regarder les limites de contrôle supérieur, les limites de contrôle inférieur, il y a aussi la possibilité, en fait, comme nous l'avons vu sur l'analyse des données, en forme d'histogramme, dans la phase mesure et dans la phase analyse, il y a aussi cette possibilité à aller se poser la question, tiens, au-delà des limites de contrôle, est-ce que mon indicateur varie de manière étonnante? Et d'aller se poser ces questions de série, de biais, de tendance ou de décalage. Alors maintenant, appliquez-le à un de vos indicateurs. Prenez un indicateur, évidemment on est en mode run ici, mais ça peut aussi être le cas en mode projet, par exemple de la charge réalisée sur une activité, du nombre de dossiers qui sont traités. Et juste amusez-vous quand vous avez de la donnée, alors si vous n'en avez pas,
allez le faire sur, par exemple, les données des marchés boursiers. C'est un très bon exemple. Faites-le sur le CAC 40, téléchargez les valeurs quotidiennes, par exemple, et allez regarder quelle est l'évolution en fait, de l'indicateur. Et en fait, la carte de contrôle est à l'origine de notamment tous les modèles d'analyse dans le temps des données, qu'ils soient boursiers, qu'ils soient météo, pour remontrer que soit on est sous contrôle, c'est normal, soit il y a un décrochage, soit il y a un décalage. Et la plupart en fait, des modèles statistiques ont été basés sur ce principe-là. Je regarde la variation de ma donnée, je regarde quand est-ce qu'elle décroche. Soit quand elle est instable au niveau de son étendue mobile, n-n-1, soit quand elle sort des limites de contrôle à plus ou moins 3 sigma. Appliquez-le juste pour garder à l'esprit que les données les plus vitales pour nous, les plus prioritaires, ont besoin d'avoir cette notion en fait de mise sous contrôle. Donc, je compte sur vous, faites-le sur le CAC 40, sur un indice boursier, ou de manière plus concrète et plus réelle sur, par exemple, un nombre de visites clients, un chiffre d'affaires qui est généré, juste pour regarder ce que ça donne et vous approprier en fait ce calcul de limite sup et de limite inf.